Alors Fitch a dégradé la note de la France et ça va évidemment avoir beaucoup de conséquences sur pas mal de sujets. On va en regarder quelques-unes. Snowball.fr. Alors on commence rapidement par répondre à la question qu'absolument personne ne m'a posée, qui est tout simplement de savoir pourquoi une agence de notation comme Fitch aurait un quelconque poids dans la décision que prennent les investisseurs. Par exemple, moi je suis investisseur, et la question qui se pose c'est pourquoi un investisseur devrait prendre en compte la note de Fitch. Eh bien, la réponse, c'est que les investisseurs s'en foutent. Voilà, je vous le dis. Ceux qui s'en préoccupent, ce sont les intermédiaires financiers, et ce n'est pas du tout pareil. Alors, je caricature un peu, mais ça pèse plus le côté intermédiaire financier. Donc, un investisseur, il peut être aidé par ce genre d'agence de notation s'il a envie d'être aidé sur ces sujets-là. Mais ce qui pèse le plus, voilà, c'est ces intermédiaires financiers. Qu'est-ce que c'est un intermédiaire financier? Donc vous avez banque, assurance qui vous vendent des produits, assurance vie, etc. Et puis vous avez tout un monde qu'on ne connaît pas en France, qui relève des fonds de pension. Donc par exemple en Californie, vous avez CalPERS, qui est le fonds de pension des fonctionnaires californiens. Et donc un fonctionnaire en Californie ne va pas investir son argent par lui-même. Il va cotiser dans un fonds de pension auprès duquel il est forcé de mettre la partie qui est réservée pour sa retraite. Il est forcé de l'avoir là-dedans, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et c'est l'ensemble des fonctionnaires californiens qui vont élire un board. Et ce board-là, représentatif, garant des retraites des Californiens, vont écrire une charte et un contrat. Et ils vont écrire une charte dans laquelle ils vont dire... bien nous, après consultation de nos amis fonctionnaires californiens, nous voulons des placements garantis, sûrs. Donc là, la note financière de Fitch est importante, parce qu'ils vont dire, nous on veut un certain niveau de certitude dans la qualité des promesses financières. Et pour la petite anecdote, ils vont aussi mettre de l'éthique. Ils vont dire, et on ne veut pas que notre argent finance le pétrole parce que réchauffement, et on ne veut pas financer le tabac ou l'alcool parce que c'est immoral, et on ne veut pas ci, et on ne veut pas d'entreprises qui traitent mal leurs employés. Ce qui a résulté avec une deuxième partie de scoring dont s'occupent ces entreprises, Fitch, Moody's et compagnie, qui est le fameux score ESG. Voilà, donc derrière, vous avez des gens qui ont besoin de cet argent, entreprises privées, Disney, ou la France qui veut obtenir de l'argent de ses fonds de pension en émettant de la dette. Elle veut que ces fonds de pension l'achètent. Donc, que fait Disney? Disney va faire des laïus sur la diversité, parce que c'est demandé par les critères d'investissement des fonds de pension californiens. Donc Disney va nous pondre ce genre de conneries à tour de bras, à gauche et à droite. Et si vous n'étiez pas au courant, toute cette histoire dans la culture pop, là, on appelle ça, évidemment, tout le monde connaît, le wokisme et compagnie. En fait, du point de vue de l'entreprise, c'était une manière de vendre des actions. Vous vendez des actions à des fonds de pension qui vous les achètent. Donc il y avait bien un client pour ça. Faut quand même être conscient qu'il y avait des gens qui finançaient ça et qui souhaitaient clairement vous retirer de l'argent si jamais vous ne mettiez pas en place tout ce qu'il faut pour que vous soyez dans les critères qu'ils ont rédigés. Et avec la dette de la France, ça va être pareil. Si vous n'êtes plus dans les critères, ils vont vendre sur le marché secondaire votre dette et ils n'achèteront pas la suivante. Voilà pour le poids de cette histoire d'agence de notation. Et ce poids est évidemment uniquement lié au fait que tout le monde se désintéresse de la gestion de son argent et ne fait pas l'effort par soi-même de prendre la responsabilité de placer son argent en son âme et conscience, évidemment en ayant la responsabilité d'assumer les pertes. Voilà, c'est tout un tas de lâcheté qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec tous ces intermédiaires financiers et ces agences de notation qui décident pour tout le monde
ce qui est le mieux pour tout le monde, mais c'est tout le monde qui leur a délégué le droit de le faire. Voilà, donc peut-être qu'un jour, les gens seront plus responsables de mener leur vie par eux-mêmes. En tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait à titre personnel. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais en bout de chaîne, ça donne ça. Ça donne ces histoires qu'on voit sur la France, qui est dépendante d'agences de notation, et sur des entreprises comme Disney, qui nous font des conneries depuis 10 ans. Voilà. Donc c'était un petit peu pour comprendre le poids qu'ont toutes ces histoires d'agences de notation dans la gestion de l'argent qui circule dans le monde au travers d'intermédiaires. Et puis on arrive à un moment où il y a des conséquences à ces dégradations. Et moi j'en ai traité une sur X en réponse à Frédéric Petit. Frédéric Petit, excellent compte de l'univers finance-investissement, qui partage des idées très intéressantes sur des startups. Et elles sont intéressantes parce que c'est vraiment des trouvailles de niche. Et en plus, souvent, il a raison. Donc je vous recommande d'aller suivre son compte si vous êtes sur X. Notre ami Frédéric Petit explique que selon son analyse, on est désormais sur une trajectoire inéluctable de restructuration de la dette française, qui est une des conséquences possibles, et probablement, selon moi, le meilleur scénario. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai rapidement vulgarisé ce qu'a voulu expliquer, lui, Frédéric Petit, aux gens qui le suivaient, sur qu'est-ce que ça veut dire une restructuration de la dette française. Alors la première bonne nouvelle, c'est que tous les gens qui ont acheté la dette française, bien, ils sont censés recevoir un remboursement de l'argent qu'ils ont prêté avec intérêt de la part de la France, et que si un jour la France restructure sa dette, ça veut simplement dire qu'elle va négocier les échéances. Voilà. Donc soit elle va réduire un petit peu ce qu'elle comptait rembourser, mais en général, on parle que de négocier les intérêts. On revient rarement sur le principal. Quand on revient sur le principal, en général, il y a une armée qui débarque dans notre pays pour venir chercher le principal. Hein, ça s'appelle la guerre. Donc c'est pas le sujet sur une restructuration de dette. On négocie les intérêts, soit en valeur, soit en échéance, c'est-à-dire on peut garder la valeur, mais on dit que on étale sur plus d'années, on étale sur 5 ans de plus alors que c'était prévu pour 10 ans. Donc la première bonne nouvelle, c'est que tous les gens qui sont détenteurs de dettes françaises finiront bien par retrouver leur argent. La très mauvaise nouvelle, c'est que du coup, ils ne peuvent plus bouger. Voilà. Parce que en fait, à partir du moment où la France va dire je vous rends la même chose mais plus tard dans le temps, au départ ça s'est passé comme ça. La France est arrivée, elle est allée sur ce qu'on appelle le marché primaire des dettes, où il y a certaines entités qui sont capables de venir acheter de la dette française aux enchères, le particulier ne peut pas y aller, et la France va dire je vous promets 1 milliard dans 10 ans, c'est ce que je vous rembourserai dans 10 ans. Combien me prêtez-vous aujourd'hui contre cette promesse? Ça marche comme ça. Et évidemment, des gens vont dire, calcul de tête, eux ils veulent 7% de rendement, ils lèvent la main et ils disent 1 milliard dans 10 ans, je vous propose 500 millions aujourd'hui. Et ça correspond à 7% de rendement sur 10 ans. Évidemment, eux, jeu de l'offre et de la demande, si 7% est super intéressant, peut-être que quelqu'un va faire une offre à 6% de rendement, etc., jusqu'à ce qu'on tape un rendement qui est le rendement de la mise aux enchères de la dette française sur le marché primaire. Le problème, c'est qu'une fois que ces personnes-là ont, disons, dépensé 500 milliards aujourd'hui pour retrouver 500 millions aujourd'hui pour retrouver 1 milliard dans 10 ans, eh bien, ils ont le droit de vendre ce titre de dette sur un marché secondaire. Voilà, un marché où là, pour le coup, tout le monde est acheteur, y compris la banque centrale, y compris les particuliers au travers d'ETF et compagnie. Donc sur le marché secondaire, tout le monde est acheteur. Quand on vous dit les taux montent, le gros problème, c'est que c'est le prix de ces dettes, le prix du titre qui baisse. Parce que la personne a mis, si elle a mis 500 millions pour toucher 1 milliard dans 10 ans, elle a fait un achat à 7% de rendement. Si on vous dit que les taux montent et qu'ils montent à 10%, ça veut dire que la personne qui a mis 500 millions, et si elle veut revendre ça, le prochain l'acheteur, il lui dit non mais moi je te le rachète 300 millions.
Voilà, donc les taux qui montent, ça veut dire que celui qui a acheté quand les taux étaient plus faibles va perdre de l'argent. Et c'est ça le très gros problème de la restructuration d'une dette française, c'est que potentiellement, les banques et les intermédiaires financiers vont avoir tout intérêt à essayer de faire en sorte que l'argent ne bouge pas, que les gens gardent leur argent investi dans cette dette, même si elle est restructurée, parce qu'ils ne voudront pas devoir rembourser par exemple les personnes qui ont ouvert une assurance vie, s'ils veulent récupérer leurs 10 000 euros qui sont garantis. Au départ, la banque les a mis sur la dette française pour 10 000 euros, puis sur le marché secondaire, les taux sont montés, ce qui veut dire qu'elle peut vendre la dette pour un équivalent de 7 000 euros. Et donc, celui qui veut retirer son argent de l'assurance vie, la banque, s'il y a trop de monde qui le fait en même temps, elle va être obligée, pour avoir des liquidités, de vendre des titres de dette sur le marché secondaire et de les vendre à perte. Et donc là, il y a un changement instantané où tant que les gens laissent l'argent, tout va bien. C'est les gens qui perdent parce qu'ils ont un rendement minable sur l'assurance vie. De toute façon, historiquement, ça couvre même pas l'inflation, donc là, ça sera encore pire. Donc les gens vont perdre de l'argent par perte de pouvoir d'achat. Et si les gens veulent sortir, ça veut dire que les banques matérialisent des pertes comptables pour créer de la liquidité, pour rendre l'argent aux personnes qui veulent sortir. Et si ça va trop loin, il n'y a pas assez de titres dans le bilan des banques au prix du marché secondaire, pas assez d'argent en valeur de revente pour rembourser les assurances vie qui sont promis garanties sans risque à tout le monde. Voilà. Donc c'est ça le gros problème. Le gros problème, c'est tant que tout le monde va se mettre dans les 10 ans qui viennent à jouer au con autour de ce problème, parce que comptablement, il n'y a pas de problème si personne bouge. Voilà, si personne ne bouge, il n'y a pas de problème. C'est quand même ça, la logique qu'il y a derrière ce que je vous explique depuis 4-5 minutes. Et si tout le monde bouge, eh bien, les banques sautent. Voilà. Donc vous pouvez être certain que tout le monde va jouer au con autour de lois, de règles, de machins, de violons à gauche à droite pour éviter au maximum que les personnes bougent leur argent. Sapin 2 peut être déclenché à des lois où on dit aux gens vous avez toujours votre argent, mais c'est juste que là vous ne pouvez pas le récupérer pendant 6 mois parce que sinon vous mettez en danger les banques. Voilà ce qu'il y a derrière toutes ces histoires. Donc un peu de bonnes nouvelles, on ne perd pas l'argent, mais en fait on le perd en comparaison avec l'inflation. J'en rigole, pourquoi ? Parce que c'est évidemment le meilleur scénario. Voilà, les gens, les épargnants qui voulaient pas de risque vont se faire rincer par l'inflation, mais en même temps c'est le meilleur scénario parce que sinon il y a tout qui pète. Et comme je disais dans la conclusion, le scénario alternatif, on n'a même pas besoin d'en parler parce que s'il arrive, on aura tout le temps d'en parler tous ensemble autour de jolis feux de poubelle qui auront lieu à tous les coins de rue en France, si jamais c'est le scénario alternatif qui se matérialise. Voilà, alors pour conclure en 2 minutes, le deuxième problème qui se pose, c'est évidemment pour la France le renouvellement de sa dette. Donc là, il y a ce graphique qui est l'encours des stocks de dette. Donc par exemple, pour 2025, la France est en déficit budgétaire de 200 milliards. Donc il faut qu'elle emprunte 200 milliards parce qu'elle n'a pas réussi à le collecter en taxes et en impôts, et pourtant elle va devoir les dépenser. Mais en plus de ces 200 milliards, ordre de grandeur, cette année, elle doit emprunter 100 milliards de plus pour tenir la promesse qu'elle avait fait à quelqu'un de rendre 100 milliards cette année. Une promesse qui avait été engagée peut-être il y a 10 ans, on s'en fout. Et là, on n'a pas les moyens pour rendre ces 100 milliards, puisqu'on doit déjà emprunter 200, ne serait-ce que pour assumer les dépenses. Donc il faut emprunter 200, plus 100 milliards de plus, ça fait 300, de manière à ce que les 100 milliards de plus soient rendus et qu'on reparte sur un nouveau crédit de 100 milliards. Et ce délire-là, ça sera le double l'année prochaine et pendant 4 ans. Donc 2026, 2027, 2028, bon, ça va jusqu'à 2030 et on ne sort pas de nos échéances avant 2036. Voilà, ça s'appelle peut-être de la cavalerie, ou je ne sais pas trop ce que c'est le terme financier. Moi, je ne suis pas trop dans les dettes, je suis plutôt dans les
dans la propriété privée d'entreprises qu'on appelle les actions. Donc d'autres maîtrisent mieux que ça que moi. Et puis j'avais essayé de demander à Grok quelle pourrait être la liste complète des conséquences. Donc il y en a pas mal qui sont très similaires à ce que je viens de vous présenter. Voilà, certains fonds, on en a parlé, ceux qui vont arrêter d'acheter, ceux qui ont une perte de confiance, tout ça on l'a vu. Bon voilà. Évidemment, la partie politique va être prépondérante. Il m'en a sorti 2-3 sur le fait que il va y avoir de l'instabilité politique. Bon, ça, on le voit, hein, Premier ministre remplacé, ça dure de moins en moins longtemps. Donc, j'imagine que si on fait une courbe mathématique, voire logarithmique, on peut quasiment tomber sur un point dans les 2 ans qui viennent où les maths nous expliquent qu'il ne peut plus y avoir de Premier ministre parce que sa durée de vie sera que de une journée. Donc, voilà, en théorie mathématique, à ce rythme-là, le système ne peut pas passer 2026. Évidemment, c'est un trait de l'esprit, mais c'est ce qu'on constate dans la durée de vie des premiers ministres. Et puis, il y a quand même eu 2 chutes de gouvernement avec des mécanismes qui n'avaient jamais été utilisés depuis 60 ans. Voilà, donc il y a quand même une très forte instabilité politique à ce niveau-là. Alors les impacts pour monsieur tout le monde selon Grok, évidemment il y aura moins d'argent pour les services publics, les impôts vont augmenter, vous aurez moins de rendement sur votre épargne. J'ai essayé de passer 10 minutes sur cette vidéo à vous expliquer pourquoi. Restructuration de dette et compagnie si jamais on en arrive là. Crédit immobilier au personnel plus cher, voilà, ça c'est à prendre en compte. Les banques vont devoir répercuter les nouvelles conditions de financement, parce que les banques sont beaucoup à l'achat sur ces dettes d'État, parfois par la loi ou parfois par les contrats que je vous ai expliqués au départ dans leur rôle d'intermédiaire. Et du coup, on peut s'attendre par exemple à une baisse de l'immobilier. Pourquoi ? Parce que si les banques prêtent plus cher en taux d'intérêt, les gens, la mensualité qu'ils peuvent assumer pour un bien immobilier, c'est une mensualité fixe. Les gens, ils vont avoir 800, 1200, 1500, 2000 euros de capacité mensuelle de crédit immobilier. Et si la partie intérêt augmente, forcément, la partie principale, celle qui est disponible pour acheter un bien immobilier, diminue. Donc soit le prix de l'immobilier s'aligne, soit les gens n'achètent pas et les vendeurs ne peuvent pas vendre. Donc on peut tout à fait avoir une baisse du marché de l'immobilier, etc., etc. Bon, voilà, vous voyez qu'il y a des conséquences en ramification. Les pires étant, tout le monde retire son argent des intermédiaires classiques en France que sont les banques et les assurances. Le problème étant pour les banques françaises qu'elles sont systémiques. Et une banque systémique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle ne peut pas se permettre de disparaître, sinon c'est le système qui disparaît. Bon, c'est des mots galvaudés, on y met tout et rien dedans. Mais oui, c'est une banque de la taille de la BNP, on ne peut pas se permettre d'avoir une faillite sur une banque de cette taille-là sans que ça foute le système financier mondial en l'air de par la taille qu'elle représente et les encours qu'elle a en gestion. C'est ça qu'on appelle une banque systémique. Voilà, donc écoutez, on reviendra peut-être là-dessus si la situation s'aggrave et s'il y a des conséquences plus graves à en tirer. Moi, j'estime que pour l'instant, on en est juste là. On n'est pas du tout sur la trajectoire On est peut-être sur la trajectoire de la Grèce, mais aujourd'hui, on n'est pas la Grèce au moment de la crise, qui était à 150%, je crois, de mémoire d'endettement en rapport au PIB, qui avait 15% de déficit de son budget. Donc nous, on a un déficit grave de 6%, c'est vraiment trop, surtout pour financer du train de vie. Mais c'est pas la Grèce qui était à 15%. Et la dégradation de la note de la Grèce l'avait ramené à triple C, donc junk bond, donc plus personne n'achetait. Donc aujourd'hui, on n'en est pas là. Voilà, c'est quand même, on n'est pas parti dans un délire de fin du monde sur cette vidéo parce qu'on n'en est pas là. Et on reviendra dessus si jamais il y a des
des éléments qui font qu'on doit conclure que la situation est plus grave que ce que je vous ai présenté aujourd'hui dans la vidéo, ben on refera un petit bulletin sur ce sujet-là. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. Snowball.fr